Bonjour, bienvenue à l'O10. Aujourd'hui, je vous propose de regarder quelles sont les conditions de la réussite de la transformation globale face aux enjeux de transition globale. Quels sont ces enjeux? Pourquoi se transformer? Première gamme de difficultés, c'est depuis l'ère industrielle, il y a 2 siècles, nous surexploitons la planète. Ça génère des pandémies, de l'affaissement de la biodiversité, de l'épuisement de l'énergie, des matières premières, le climat qui est en difficulté, les pollutions, il y en a partout, les finances publiques, grande difficulté aussi. Donc finalement, nos niveaux de vie et nos modes de vie sont remis en question. Et ça n'est que le début. Deuxième dimension, l'information immédiate avec les techniques de partage de l'information depuis quelques décennies maintenant viennent percuter tous nos savoirs et chaque imperfection peut être révélée instantanément, imperfection avérée ou supposée. Donc ça génère des enjeux pour la démocratie avec de l'abstention, des grèves, des gilets jaunes, des déséquilibres sociaux qui sont visibles, des gens qui sont pro-vaccins, anti-vaccins, des émeutes sociales en plus grand nombre, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, tout ça sort de partout. Et donc la légitimité des lieux de pouvoir et des lieux de savoir est remise en question. Pour ces deux raisons, nos performances et notre cohésion sociale sont en échec. Alors, quelle est la transformation qu'il faut opérer face à ça, face à cette société bloquée? Eh bien, première possibilité, renforcer les pouvoirs. Les pouvoirs sont trop faibles, il faut des pouvoirs plus forts. Pouvoir plus fort, on attend alors un sauveur qui serait avec une baguette magique que malheureusement il ou elle n'a pas. Et donc ça va générer une appropriation des décisions et des solutions proposées par ce sauveurs qui vont être peu appropriés ou pas suffisamment appropriés aux problèmes et pas suffisamment appropriés par les personnes. Et donc ça va générer de l'irresponsabilité à tous les étages. Le décideur qui prend des décisions imparfaites et les dirigés qui ne les assument pas. Et donc ce dirigeant-là, et ce type de dirigeant est impuissant et finalement vient générer la programmation d'échecs à venir. L'alternative, c'est non pas renforcer les pouvoirs, mais renforcer les savoirs. Renforcer les savoirs, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se mettre en situation d'activer la plus grande ressource naturelle, c'est l'intelligence. Et ça génère quoi? Ça génère des regards plus aiguisés, de la responsabilité intellectuelle à tous les étages. Cette responsabilité intellectuelle produit la puissance du citoyen, la puissance de la personne qui est responsable de toute la cité, qui se place en situation de débat organisé correctement, de vrais débats dans la transparence, la construction, la réflexion collective. Et donc ça veut dire que la transformation qu'il faut opérer, ce n'est pas changer de dirigeant, c'est changer le rôle du dirigeant, c'est-à-dire changer la méthode managériale dans l'entreprise, la méthode démocratique dans la cité. Pour ça, il y a 4 supports. Les 4 supports, c'est d'une part organiser des séances de dialogue qui sont structurées. Séances de dialogue structurées qui sont alors le sommet de la capacité à respecter les personnes, les faits et les idées, c'est-à-dire qu'on montre à tout le monde que c'est possible, qu'on y arrive, que tous ensemble, on se respecte les uns les autres, on respecte les expériences, les vécus, les idées, mais en même temps c'est la base parce qu'à partir de là, il est possible d'irriguer, faire en sorte que les personnes qui participent à cet instant sommet du dialogue structuré puissent ensuite déployer avec leurs propres parties prenantes dans leur quotidien professionnel, social, personnel, privé et sociétal, puissent déployer des mécanismes de respect mutuel de qualité supérieure. Ces séances de dialogue structuré, elles doivent se tenir à fréquence relativement élevée. Après tout, les religions ont installé un système dans lequel on va à la messe, à la synagogue, à la mosquée toutes les semaines, ou parfois même des prières pour l'islam 5 fois par jour. Eh bien, ça veut dire que ces séances de dialogue structuré doivent intervenir à fréquence stable, doivent être incluses dans une une programmation progressive qui va permettre de thème en thème d'optimiser les analyses, d'optimiser les diagnostics, d'optimiser la recherche de solutions, la formulation de solutions toujours plus appropriées aux problèmes. Et en fait, ces instants-là, ils doivent servir à chaque personne.
s'ils ne servent pas aux personnes, pourquoi est-ce qu'elles viendraient dans ces séances? Ça doit être des instants de formation, d'action, c'est-à-dire qu'on met les gens en situation de pouvoir préparer ces instants, de pouvoir prendre la parole pendant ces instants, de pouvoir les enchaîner les uns avec les autres. Donc c'est de la formation-action pour les personnes et pour le collectif aussi, donc ça nous met en situation d'étude du collectif avec une restitution individuelle adressée à chacun de façon confidentielle pour que chacun sache où il ou elle en est, ce qu'il ou elle peut faire pour se développer à titre personnel, quel est son parcours de progression personnelle. Il faut donc que ces instants de dialogue structuré qui supposent une analyse du collectif pour distribuer la parole, et bien, tant qu'à faire l'analyse du collectif, on restitue à chacun son propre positionnement. Et il faut par ailleurs en profiter pour bâtir un réseau social citoyen, c'est-à-dire un réseau social responsable, dans lequel on va pouvoir partager les informations en amont, pendant, en aval de chacune de ces séances de dialogue structuré, de façon à restituer les informations en respectant les niveaux d'anonymat demandés, exigés, nécessaires pour chacun. Donc tout ça, ça veut dire qu'il s'agit en fait de construire une sorte de laboratoire social, de sociolab, de recherche participative pour organiser le dialogue et l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise en se mettant en situation, quand on dialogue, c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas tout et donc on cherche tous ensemble à mieux comprendre et c'est ça qui permet de réussir une transition globale en impliquant les parties prenantes dans leur diversité. Donc ça, c'est une démarche qui à la fois est une démarche de dialogue, d'événementiel, de formation continue, d'animation de réseau, d'accompagnement, d'évaluation et même de conseil et d'études. Et cette démarche produit quoi? Elle produit une capacité à anticiper les enjeux, à innover, à se transformer à titre personnel et à titre collectif, à bâtir de la responsabilité intellectuelle pour faire en sorte que chacun soit responsable de tout, en vrai citoyen responsable de la cité. C'est ça qui bâtit la performance durable, c'est des logiques de communication qui sont visibles et qui construisent la légitimité de ceux qui la portent et de ceux qui y participent. Donc pour faire ça, il suffit de choisir un programme de façon à ensuite structurer une progression thématique à chaque séance de dialogue structuré. Cette programmation, elle doit être adaptée aux participants que l'on veut impliquer, embarquer dans la réflexion collective. Alors quelques exemples, ça peut être le rôle de l'élu, le rôle du manager, le rôle du comité social de l'entreprise, ça peut être la stratégie de l'entreprise, une stratégie territoriale, une stratégie sectorielle, ça peut être la santé de la personne, la santé de l'entreprise, la santé de la planète, ça peut être la transition digitale, la transition énergétique, la transition écologique, etc. En tout cas, le principe, c'est session après session, on va utiliser des kits thématiques qui existent. Nous en avons 200 sur la plateforme Odyssée, et puis on peut en ajouter avec une adaptabilité de ces kits ou la possibilité d'en inventer de supplémentaires pour organiser des dialogues sur des sujets très précis. Donc comment est-ce qu'on implique l'environnement? Quand on construit une dynamique comme celle-ci avec des séances successives, et bien progressivement, évidemment le pilote invite ses propres publics, mais il peut inviter des entités complémentaires pour les associer à la réflexion et faire en sorte que chacune de ces entités puisse associer ses propres publics, salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, dans la réflexion collective. Alors ces entités, ça peut être des entreprises, des syndicats, des associations, des ONG, des mairies, des collectivités locales, des écoles, des médias. Et donc progressivement, on peut construire des relations qui vont se structurer. Donc quand quelqu'un met le doigt dans le système, alors la personne, l'entité va rester dans une co-implication de ses propres publics, séance après séance, puis on en a un peu au départ, des entités, puis progressivement on va en ajouter, et puis encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, de façon à multiplier les parties prenantes impliquées dans la réflexion collective. Et ça va permettre à chaque entité participante d'avoir un maillage de son propre corps social pour structurer une réflexion multithématique. Et évidemment, sur chaque thème, on est capable de construire des analyses avec des partages d'informations, partage de diagnostics, recherche de solutions thématiques d'une part, par organisme de l'autre. Et c'est comme ça que l'on peut mailler la société, que chacun peut y trouver son compte. Alors, à quoi ça sert? Pour tous les sociétaires qui participent à un sociolab sur un sujet qui les intéresse, pour chaque session, c'est évidemment de l'interaction, donc c'est un cadre pédagogique, 360 degrés, on se parle, on réfléchit, on co-construit, on analyse ensemble, on va chercher les informations ensemble, on bénéficie
de ces informations, de ces analyses. Donc ça met en commun nos intelligences. Deuxièmement, ce sont des savoirs exclusifs parce qu'en introduction de ces séances, on peut toujours faire appel à des experts qui connaissent très bien les sujets, qui livrent des éléments d'analyse, alors soit en introduction, soit pendant, soit au final, de façon à s'assurer que cette réflexion collective qui a lieu avec tout le monde, elle est néanmoins dans une prise en compte des informations, des diagnostics les plus pointus qui sont produits et détenus par les meilleurs experts. Et donc ça permet en même temps de positionner chaque acteur, chaque personne, chaque collectif de personnes par rapport aux autres, dans l'échelle de la complexité, pour comprendre où l'on en est, ce que sont nos forces, nos faiblesses et le parcours de progression personnelle. Alors sur la plateforme, évidemment, la plateforme Odyssée, chacun bénéficie d'un espace sécurisé, un espace personnel sur lequel toute la confidentialité, l'anonymat est respecté selon les niveaux demandés par chaque utilisateur, chaque participant, et donc on est dans une logique d'approfondissement progressif avec des diagnostics transversaux, toujours plus appropriés, puis la recherche de bonnes pratiques et le partage de bonnes pratiques pour que chacun puisse mieux agir dans sa propre vie personnelle, professionnelle et sociétale. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous consultez l'ensemble des vidéos de la chaîne Audi sur pourquoi et comment organiser le dialogue. Vous pouvez nous laisser des commentaires, vous nous contactez, vous laissez des pouces, vous pouvez vous abonner et vous pouvez partager cette vidéo. Merci, à bientôt.